J'ai reçu sa demande de divorce au milieu d'une opération de sauvetage sous tir croisé, avec ma signature déjà apposée. Et pourtant, je n'avais jamais vu ce document. Les balles sifflaient au-dessus de nos têtes. Le sable s'élevait en nuages étouffants et l'adrénaline me tenait debout. Notre convoi avait été compromis à la sortie de Ramadi. Nous devions extraire un diplomate blessé, coincé dans un bâtiment effondré. Je menais l'équipe. J'avais le regard fixe, chaque mouvement calculé. Jusqu'à ce que mon bracelet vibre. Une seule notification. Une seule ligne qui a changé ma guerre. Thomas, j'ai lancé la procédure. Tu trouveras les documents chez Melafargue. Ne m'appelle pas. Pas de ponctuation. Pas de chaleur. Un lien en pièces jointes. PDF, acte de divorce. Et une signature, la mienne. Contrefaite. Je suis resté figé, les yeux rivés à l'écran, alors que la radio hurlait des coordonnées. Quelqu'un m'a crié « Capitaine, on bouge !» Mais mon corps ne répondait plus. Pendant 10 secondes, j'étais absent. Mort, peut-être. Puis j'ai rangé le terminal, refermé mon visage, et j'ai continué, comme si de rien n'était. 12 heures plus tard, dans une base reculée au nord de l'Irak, je me suis connecté à mon compte bancaire sécurisé. 3 comptes. 2 vidés. Le 3e suspendu. Motif ? Enquête judiciaire. Je suis passé sur le serveur notarial. Un acte notarié m'y attendait, attestant de mon consentement à une séparation de biens. Je n'avais rien signé. Elle avait tout orchestré. Elle savait que je serais coupé du monde. Sans avocat, sans réseau, sans défense. Elle savait. Et elle a frappé. J'ai pris une douche glacée, pour calmer le tremblement. Puis j'ai ouvert un canal satellite. Contacté Élise, ancienne analyste Sigint, aujourd'hui consultante juridique. Brillante, froide, digne de confiance. J'ai besoin de savoir si c'est elle. Envoie-moi les logs, je vérifie. 1 heure plus tard, elle confirmait « L'accès au compte venait de chez nous, de notre adresse, 3 jours avant que je parte en mission. » C'est prémédité. Je sais. Je n'ai pas crié, je n'ai rien cassé. J'ai ouvert un nouveau fichier. Nom de l'opération. Aurore. Première ligne. Elle croit que je suis soldat. Elle oublie que je suis stratège. Je suis rentré en France un mardi à 5h42. Aucun accueil. Pas un mot. J'ai quitté l'aéroport par une sortie de service, utilisé une fausse réservation de VTC, pris la direction opposée à notre appartement de Neuilly. J'ai marché le reste du chemin. Pas pour la discrétion. Pour observer. Pour savoir si mon monde existait encore. Il ne restait rien. Devant l'immeuble, j'ai vu sa voiture garée au même endroit. Mais à l'intérieur, une silhouette masculine à la place du passager. Je me suis arrêté de l'autre côté de la rue, me suis appuyé contre une borne à vélo. Attendu. À 8h10, elle est sortie. Elle portait un tailleur beige. Lunettes de soleil. Un café à la main. Derrière elle, un homme. 35 ans. Barbe taillée. Portable à l'oreille. Ils ont ri. Elle l'a embrassé sur la joue. Un geste fluide. Habitué. Puis ils sont montés ensemble dans la voiture. Et sont partis. Je suis resté immobile encore longtemps. Pas parce que j'étais choqué, mais parce que tout était clair maintenant. Elle n'avait pas attendu ma mort. Elle l'avait mise en scène. Financièrement. Légalement. Administrativement. Elle avait déjà refait sa vie. Avec lui. Et j'étais l'ombre qui refusait de disparaître. J'ai contacté Élise via un canal crypté. On s'est retrouvés à Levallois, dans un espace de coworking désert. « Tu veux faire quoi ?» m'a-t-elle demandé. « Je veux comprendre. » Alors, il va falloir plonger. Elle a sorti son ordinateur, m'a branché sur un serveur miroir. « Regarde. Une entreprise au nom neutre. Caliris Solutions. Créée 2 mois avant ma mission. Gérante. Jeanne Marchal. Adresse. Un cabinet juridique à Lyon. Mais le style des statuts, le logo, la formulation des activités, tout portait la marque de Claire. Elle a une structure. Elle a une machine. Et je suis le prototype. Élise a souri, froide, ou la répétition générale. Pendant les jours suivants, j'ai remonté les flux financiers. 2 comptes offshore, une société écran au Luxembourg. Des factures croisées entre Caliris et 3 autres entités dormantes. Et sur chaque document, un nom revenait. François Delmas. Je l'ai reconnu. C'était lui.
l'homme de la voiture. Il n'était pas nouveau. Il était partenaire. Je n'ai pas réagi. Pas comme un mari trahi, comme un opérateur devant une anomalie. J'ai listé les noms, croisé les dates, ouvert un tableau de correspondance. Puis j'ai rédigé une note. Structure de dissociation par contournement conjugal. Elle ne m'avait pas quitté. Elle m'avait monétisé. Le soir, je suis retourné dans l'ancien appartement. Pas pour entrer. Pour observer. Elle rentrait seule. Il n'était plus là. Elle s'est arrêtée une seconde dans le hall, a regardé son téléphone, puis a souri. Un sourire vide, sensible, sans émotion. Comme une actrice après une bonne scène. Et j'ai compris. Elle ne m'avait jamais attendu. Parce qu'elle n'avait jamais eu besoin que je rentre. Élise m'a obtenu l'accès à un système de veille financière réservé au cabinet de conformité. Officiellement, c'était pour un audit. Officieusement, pour décoder une fraude sentimentale d'architecture industrielle. Elle agissait sans affect. Chaque information était une brique, chaque brique une preuve. Moi, je n'étais plus mari, j'étais analyste, stratège. Et chaque ligne de code me confirmait une chose. Claire ne m'avait pas trahi par passion. Elle m'avait effacé pour gagner. Dans les fichiers récupérés, nous avons trouvé une cascade de montage. Caliris payait Novalis Conseil, une microstructure basée à Bruxelles. Novalis versait ensuite des honoraires à FD Associés, cabinet de consulting privé enregistré à Malte. Et de là, plusieurs virements discrets vers un compte à Andorre, au nom de C. Morel. C comme Claire. Tout était légalisé, policé, nettoyé. Mais un détail m'a glacé. Un document daté de 6 mois auparavant. Objet. Simulation post-dissolution d'union légale avec clause de répartition présignée. En clair, ils avaient tout préparé. Même ma réponse. Même ma signature. C'est une mise à mort douce, a dit Élise. Non, c'est chirurgical. Tu veux faire quoi? Exposer tout? Pas encore, je veux lui enlever ce qu'elle croit acquis, le contrôle. Je suis parti à Lyon, où Caliris avait déclaré son adresse de gestion. Un immeuble de standing, bureau vide, réception automatisée. Tout passait par un standard. Mais j'ai attendu, observé. Et j'ai vu François sortir du bâtiment, seul. Costume impeccable, téléphone vissé à l'oreille. Je l'ai suivi. Jusqu'à un café discret dans le vieux Lyon. Il s'est assis à une table en terrasse. A commandé un ristretto. Je me suis assis en face, sans prévenir. Il a levé les yeux, surpris. Pas effrayé. Thomas Weiss. Il connaissait mon nom? Elle vous a bien briefé. Je vous attendais? Elle aussi? Elle espérait que non, mais elle savait que vous viendriez. Pause. Son regard s'était durci. Elle ne voulait pas vous blesser. Elle voulait m'effacer. C'est différent. Il n'a pas répondu. Je me suis levé. Dites-lui que la guerre commence maintenant, mais qu'elle ne verra pas les balles venir. Et je suis parti. Dans le train du retour, j'ai tout organisé. Serveur dédié, copie de chaque document. Un plan en 3 phases. Exposition, gel, chute. Élise travaillait déjà sur la coordination avec une journaliste d'investigation. Davy, un ancien camarade du renseignement, remontait la liste des « autres cas », d'anciens soldats, diplomates, officiers. Tous ruinés, tous passés par une femme liée à ce réseau. Ce n'était pas une histoire d'amour. C'était un système. Et j'étais le premier à ne pas m'écrouler. Le soir même, j'ai reçu un message sans signature. Juste une phrase « Tu sais que tu ne pourras pas tout contrôler ». Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai répondu « Non, mais je peux commencer par toi ». Et j'ai effacé son nom de mes contacts. Pas par colère, par précision. Parce que désormais, elle n'était plus claire. Elle était la cible. 3 jours plus tard, je recevais une convocation judiciaire. Plainte déposée contre moi pour harcèlement numérique, intrusion informatique, menace verbale. Dossier monté à une vitesse inhabituelle. Signature, Claire Morel. Son avocat exigeait une mesure d'éloignement immédiate, une enquête sur ma stabilité mentale et l'interdiction d'approcher tout associé de Caliris ou FD associé. C'était élégant, rapide et terriblement stratégique.
Je n'étais plus la victime, j'étais l'agresseur. Élise a lu le dossier en silence. Elle n'a pas commenté. Puis elle a refermé le classeur, posé son doigt sur le logo du cabinet juridique qui représentait Claire. Ce cabinet est lié à 3 autres affaires de divorces éclairs avec spoliation financière. Ils se couvrent entre eux. Et moi? Tu as 2 choix, fuir ou contre-attaquer. Tu sais déjà lequel j'ai choisi. Elle a hoché la tête. Alors il te faut du temps. Et un autre visage. Elle m'a hébergé dans un appartement secondaire qu'elle utilisait pour ses dossiers sensibles. Petit, sans fenêtre sur rue, pas de boîte aux lettres. À l'intérieur, un ordinateur chiffré, une ligne fixe isolée et une seule règle, pas de connexion inutile. Je suis resté là 6 jours. Je ne dormais presque pas. Je relisais tout. Dossiers, témoignages, structures, circuit bancaire. Je répétais chaque faille, chaque date, chaque clause légale. Pas pour me venger, pour comprendre. Et comprendre, c'est commencer à détruire. Le 7e jour, Élise est entrée sans prévenir. Il est temps. Tu as quelque chose? Non. Toi, tu as quelque chose. Elle m'a tendu une clé USB. Dessus, un enregistrement audio. Un appel entre Claire et François, intercepté par un contact d'Élise dans le réseau télécom. Claire disait « Il pense qu'il va nous coincer juridiquement, mais si on pousse assez fort, il explosera. Il est formaté pour l'obéissance, pas pour la résistance. » Puis elle riait. Ce rire, je l'avais déjà entendu. Quand elle me regardait droit dans les yeux, les soirs où je rentrais du front, et qu'elle disait « Tu tiens debout pour 2 ». Tout était un plan, même les mots tendres. J'ai appelé Davy. Lance la phase 2. T'es sûr? Elle a tiré le premier coup. J'offre la réponse. Le lendemain, François Delmas a reçu une assignation de l'URSSAF. Contrôle approfondi sur ses comptes professionnels. 2 de ses collaborateurs ont été convoqués par la brigade financière. 3 clients de Caliris ont suspendu leur paiement. Et Claire? Silence. Pas un message. Pas un mouvement. Elle savait. Elle comprenait. Mais elle attendait. Comme on attend une tempête. Et moi, j'étais le vent. La presse a commencé à s'agiter. Un blog spécialisé dans la finance a publié un article anonyme sur les sociétés écrans liées à des divorces frauduleux. Les forums militaires en parlaient en sourdine. Un autre témoignage est arrivé, puis 2. Des hommes ruinés, accusés à tort, internés même parfois. Un schéma. Et dans le cœur du labyrinthe, elle. Claire n'était pas seule, mais elle était visible. Enfin, un soir, je suis remonté sur le toit de l'immeuble d'Élise. J'ai regardé les lumières de Paris. Et j'ai senti, pour la première fois, que la peur avait changé de camp. La riposte ne tarda pas. Elle fut brutale, chirurgicale, presque belle dans sa précision. 3 jours après les premiers mouvements juridiques, un article parut dans un grand quotidien économique. Titre : Le syndrome du soldat. Quand les vétérans confondent divorce et paranoïa. Le sujet : un officier anonyme, prétendument instable, accusant à tort son ex-femme de manipulation financière. Chaque phrase était calculée. Chaque allusion visait à me faire passer pour un homme fragilisé par ses missions, incapable de distinguer le réel de l'offense. Aucun nom. Mais les dates, les détails, les montages évoqués. C'était moi. Elle avait frappé au cœur. Ma légitimité. Élise me trouva sur le sol du salon, dos contre le mur. Laptop sur les genoux. L'article ouvert. Les yeux vides. « Elle joue à ta place maintenant », dit-elle doucement. Elle ne veut pas me battre. Elle veut que je m'effondre. Alors ne tombe pas. Elle m'a tendu un dossier. À l'intérieur, une série de documents fiscaux, extraits bancaires, correspondances internes, des preuves livrées par un informateur anonyme. Le contenu ? Une ligne directe entre Caliris et un député. Et une autre vers un haut fonctionnaire chargé des programmes de soutien aux militaires. Claire ne faisait pas que détourner l'argent. Elle le faisait depuis l'intérieur, avec la bénédiction de ceux censés nous protéger. Davy entra sans frapper. On a un témoin, un vrai. Non ? Capitaine Sylvain Martel. Mission Barkhane, même structure, même femme, même fin. Il apporta son témoignage enregistré. Martel racontait promesse, mariage rapide, partage de comptes, puis effacement.
Une procédure de divorce accélérée, une dette inventée, une assignation et l'expulsion de sa propre maison. Il a tenté de se suicider 2 fois, dit Davy. J'ai serré les dents. On le protège. Maintenant, nous avons monté une cellule parallèle. Nom de code, miroir. But, recenser, anonymiser et relier chaque cas. Martel devint la première voix officielle. Puis vinrent d'autres. Un médecin militaire, un diplomate, un sous-officier radié pour comportement instable, alors qu'il avait découvert des virements suspects sur son propre compte. Tous les chemins menaient au même schéma. Tous les visages finissaient par se fondre en un seul, Claire. Je pris la parole dans un forum sécurisé de l'Association des anciens combattants, sous pseudonyme. Je racontais sans détails personnels, mais avec précision stratégique. Le poste fut partagé, relayé, remonté. Et parmi les réponses, une me fit frissonner. J'ai connu Claire Morel. Elle s'appelait Claire Lefebvre à l'époque. Même histoire, même mécanisme. 2013, Strasbourg. Mon frère ne s'en est jamais remis. Elle existait depuis plus longtemps qu'on ne le pensait. Elle changeait de nom, de visage, de méthode, mais pas de cible. C'est un modèle économique, dit Élise. C'est une guerre, répondis-je. Elle me fixa. Alors, il est temps d'y mettre un terme. Nous avons rassemblé tout le matériel. Élise prépara un dossier complet à destination du parquet national financier. Davy crypta les données, les dupliqua sur 3 serveurs. Martel signa un témoignage sous serment. Et moi, j'ai écrit une lettre. Pas pour elle, pour ceux qu'elle n'avait pas encore touchés. Une lettre qui commençait ainsi « Je suis revenu vivant de zone de guerre. Mais c'est ici, chez moi, que j'ai été pris pour cible. Et cette fois, je ne me battais pas pour moi. Je me battais pour tous les autres. » Le parquet national financier ouvrit une enquête préliminaire dans un silence total. Pas un mot dans la presse, aucune fuite. Mais nous savions qu'il travaillait. Les premières convocations tombèrent en moins de 48 heures. 3 anciens collaborateurs de Caliris, un avocat du cabinet qui avait géré ma séparation, et un conseiller ministériel cité dans les documents récupérés. Claire, elle, ne bougea pas. Pas un mot. Pas une réaction publique. Elle attendait. Pas parce qu'elle doutait. Parce qu'elle préparait quelque chose. Un matin, Élise m'envoya un message simple. « Regarde les publications légales. » Je me connectais et je vis. Une nouvelle entreprise venait d'être enregistrée à Bordeaux. Nom, Alice Conseil. Gérante, Claire Lefebvre. Elle changeait d'identité, de ville, de registre. Mais elle ne stoppait rien. Elle déplaçait juste le champ de bataille. « Elle croit que tu vas t'épuiser, » dit Davy ce soir-là. « Elle croit que j'agis seul. » Et elle avait tort, car cette fois, nous avions un plan. Nous avons établi une stratégie en 3 volets. Exposition, faire fuiter une version partielle du dossier à une journaliste ciblée, intègre, expérimentée. Protection, garantir l'anonymat des témoins à travers une association nouvellement créée. Cible fantôme. Action coordonnée. Transmettre les preuves non plus en cascade, mais en une seule frappe, centralisée, incontestable. Le 17 mars, à 7 heures du matin, l'article sortit. Sur Le Signal, média d'investigation indépendant. Titre, fraude sentimentale, corruption et silence le complice. Quand la vulnérabilité devient un marché. Aucune accusation directe, mais des faits, des chiffres, des schémas, des voix, et surtout, des survivants. Dans les 2 heures, la boîte mail de cible fantôme explosa. Témoignages, demandes d'aide, histoires brisées. L'un d'eux écrivait « Je ne savais pas que j'avais été victime », jusqu'à ce que je lise vos mots. Un autre « Elle a tout pris, mon fils, mon nom, mon passé, et j'ai cru que c'était moi, le fou. » Et je sentis, pour la première fois, que ce que j'avais commencé n'était plus une vengeance. C'était une reconquête, celle d'une voix, d'un droit, d'une légitimité. Claire réagit le lendemain. Elle posta une lettre ouverte sur LinkedIn. Ton neutre, professionnel. Elle parlait de diffamation orchestrée, de vengeance personnelle d'un ancien conjoint instable, de tentative d'instrumentalisation du trauma militaire à des fins personnelles. Elle signait
Claire Lefebvre, directrice de projets éthiques. J'aurais pu répondre. Mais je n'ai pas eu besoin. 150 commentaires en moins d'une heure. Pas des insultes, des faits, des recoupements, des liens vers l'article, des messages d'autres femmes, qui l'avaient connue sous un autre nom. Le contrôle lui échappait, et elle le savait. « Il est temps », dit Élise. Elle remit le dossier complet au parquet. Cette fois, en version définitive. Chaque transaction, chaque identité, chaque faux témoignage, chaque victime. Et moi, au centre, mais plus seul. Cette nuit-là, je suis resté éveillé. Je regardais mon téléphone. Pas pour un message de Claire, mais pour celui du procureur. À 3h16, il est arrivé. Procédure engagée, mandat de perquisition délivré, dossier validé. Vous avez fait votre part. Je reposais le téléphone. Et pour la première fois depuis des mois, je dormis. Le jour de l'audience arriva sous une pluie froide, grise, persistante. Paris s'était tu, comme en apnée. Le palais de justice était entouré de silence et de barrières. Pas de caméra, pas de presse visible, mais nous savions qu'ils étaient là, dans l'ombre, attendant la faille. Je portais un costume sombre, neutre, pas militaire, pas civil, juste, debout. Claire entra par une autre porte, escortée, vêtue de beige, parfaitement maquillée, le masque intact. Elle ne me regarda pas. Son avocat plaida la confusion, l'erreur administrative, la vengeance d'un homme blessé. Mais les preuves étaient là, trop claires, trop nombreuses. Et les visages dans la salle, anciens officiers, témoins, experts, disaient autre chose. Ça n'était pas une erreur. C'était une mécanique. Je fus appelé à la barre. Je récitais les faits, sans colère, sans lyrisme. J'expliquais les montages. Les transferts, les témoignages croisés. Je citais des dates, des noms, des villes, et à la fin, je dis « Elle n'a pas trahi un homme. Elle a trahi un système de confiance. Elle a utilisé les failles de ceux qui servent pour se bâtir un empire. Et elle a laissé derrière elle des ruines humaines. » Silence. Le juge nota. L'avocate de Claire croisa les bras. Claire, elle, sourit à peine. Un sourire de façade. Mais ses doigts tremblaient. Pendant la pause, je m'isolais dans le couloir. Léna me rejoignit, venue exprès de Strasbourg. Elle me tendit un rapport. La structure Alice avait été gelée. Compte bloqué. Elle n'a plus de couverture. Elle le sait. Elle vient de le comprendre. La seconde partie de l'audience fut brève. La procureure lut les conclusions. Escroquerie aggravée, abus de faiblesse, fraude fiscale, usurpation d'identité. Le tout construit sur 10 ans. Le tout rendu possible par l'inaction ou la complicité d'autres. Mais aujourd'hui, les autres parlaient aussi. Le jugement fut mis en délibéré. Claire se leva, regarda brièvement la salle, et là, pour la première fois, ses yeux croisèrent les miens. Aucun défi, aucune honte, juste un vide. Comme si elle cherchait quelque chose qu'elle avait définitivement perdu. Puis elle fut escortée hors de la salle. Et moi, je restais assis. Pas par fatigue, par nécessité. Je devais sentir ce moment, l'enraciner, le garder. Car c'est ici que finissait l'histoire. Mais pas la mission. Le jugement tomba 2 semaines plus tard. 8 ans de prison ferme pour Claire Morel, alias Claire Lefebvre. Saisie de tous les actifs liés à Caliris, Alice et structures associées. 3 collaborateurs inculpés. 8 autres placés sous surveillance judiciaire. Je ne suis pas allé à la lecture. J'étais ailleurs. Dans un petit bureau, au fond d'un centre d'aide que nous avions fondé. Vigie. On n'y parle pas de vengeance, on y parle de reconstruction, de preuve, de protection. Je relisais un témoignage d'un jeune capitaine. Presque le même schéma, presque la même fin. Sauf que lui, on l'avait intercepté à temps. Il est vivant. Et il reconstruit. Je refermais le dossier, regardais par la fenêtre. Paris continuait. Bruit, pluie, indifférence. Et moi, je restais là. Pas pour tourner la page, pour que personne d'autre n'ait à l'écrire.